Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le débrief. Les lignes politiques et les alliances diplomatiques bougent dans le monde entier et elles évoluent également sur les plans continentaux et régionaux. Les nouvelles menaces planétaires, le jeu des alliances, les changements politiques internes et les leaders politiques qui émergent ou qui évoluent aboutissent à des coalitions nouvelles, à des défis nouveaux et au final à un changement de la carte géopolitique mondiale. Notre zone euro-africaine, maghrébine et sahélienne ne déroge pas à la règle et dans chaque pays autour de nous, en première ligne ou plus loin, les choses changent. Pourquoi cette zone? Parce que c'est la nôtre, d'abord, et ensuite parce qu'elle est de part et d'autre de la Méditerranée, qu'elle est émettrice et réceptrice de migration, et aussi parce qu'elle revêt l'importance que nous lui connaissons en matière de migration et d'enjeux de sécurité. Ainsi, en Europe du Sud, en France, en Espagne, en Italie, on assiste à des mouvements politiques internes qui aboutissent à des priorités qui n'étaient pas celles d'il y a seulement quelques années. Dans la zone maghrébine, l'Algérie joue les cartes russes, la carte iranienne, essayant de calquer un jeu mondial, mais un jeu qui introduit en réalité de nouveaux acteurs dans cette région du monde et de l'Afrique. Voici quelques temps, on a également assisté à un rapprochement entre Nouakchott et Téhéran et à l'intersection de la zone maghrébine et sahélienne. Les événements au Sénégal ne permettent pas une lecture claire de ce qui va se produire dans la zone dans les mois à venir et bien entendu dans les années qui suivent aussi. Avec nous pour décrypter tous ces événements, tous ces changements, toutes ces évolutions en détail, ou du moins ils vont essayer. Moustapha Sihimi, bonsoir. Bonsoir. Professeur de droit, politologue. Merci d'être avec nous. Moustapha Tossa, bonsoir. Bonsoir. Journaliste et analyste politique. Ali Harichi, bonsoir. Bonsoir. Doyen de l'Institut de sciences politiques de l'Université Mondiapolis à Casablanca. Merci, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Alors, comme d'habitude, une question groupée, une question globale. Donc, on va aller du général au particulier. Entre la guerre en Ukraine, la compétition entre les deux superpuissances américaines et chinoises, quels sont, Moustapha Tossa, je commence avec vous, les enjeux qui agitent et parcourent cette zone du monde comprise entre le Sahel et l'Europe du Sud, et même l'Europe d'une manière générale d'ailleurs? Oui, c'est vrai que ce qui vient de se passer en Europe, ça veut dire une guerre chaude entre deux pays du continent européen que sont la Russie et l'Ukraine, a provoqué un séisme politique international extrêmement important, a enfanté de nouvelles alliances, a créé de nouvelles lignes de conduite et de position diplomatique d'un certain nombre de pays et a divisé le monde entre ceux qui sont pour l'Ukraine et ceux qui comprennent la démarche de la Russie. Et d'ailleurs, cette division du monde n'est pas si logique et n'est pas si prévisible que ça, parce qu'on assiste à, par exemple, le Grand Sud africain et arabe s'est positionné sur une position beaucoup plus neutre que l'Europe, par exemple, ou les États-Unis. Et c'est ce qui complique un petit peu les visions et les postures des uns et des autres. Cette guerre-là a enfanté un nouveau monde sur fond de crise économique, sur fond de reconfiguration des alliances. Maintenant, où vous êtes avec l'Ukraine et le camp occidental, où vous êtes un obligé de la Russie et un obligé de la machine de guerre russe. Donc tout ça a obligé les pays à revoir un petit peu leurs intérêts vitaux. Il y a des pays qui se disent pourquoi je devrais, moi, adopter une position pro-ukrainienne au risque de me créer des animosités avec la Russie. Est-ce que moi, pays... Et avec la Chine aussi, avec la Chine, par conséquent, est-ce que moi, pays du Sud, pays de la Méditerranée, qui n'a aucun intérêt direct à cette confrontation militaire, je dois obligatoirement prendre position? Donc il y a toute une réflexion qui agite un petit peu ces cercles diplomatiques, qui reconfigurent leur positionnement. Et on a vu, par exemple, un pays comme l'Arabie Saoudite, le Maroc aussi, qui normalement aurait dû figurer en bonne place dans le camp occidental pro-ukrainien, pro-européen, pro-américain, se poser des questions, se poser des interrogations et dire que nous ne sommes pas obligés de nous inscrire dans cette compétition guerrière entre deux blocs. Donc, toute cette configuration a donné lieu à de nouvelles équations et à une nouvelle culture diplomatique intense qui fait que on a l'impression de vivre dans un nouveau monde qui est très différent du monde ancien, du monde d'avant la guerre Ukraine-Russie.
Alors, un jeu qui est de moins en moins clair, Mustafa Sahimi, après la chute du mur de Berlin. Avant la chute du mur de Berlin, il y avait une bipolarisation claire, idéologique. C'était avec les soviétiques, le bloc soviétique ou le bloc occidental. Après, il y a eu une période d'hyper-puissance, pour reprendre l'expression d'Hubert Védrine. Donc, une seule puissance, c'était lisible, c'était plus ou moins clair. Et là, c'est de moins en moins clair. Il y a eu la séquence de la guerre froide, pratiquement un demi-siècle, jusqu'à la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989. Et puis, il y a une nouvelle séquence pleine d'incertitudes. C'était le bon vieux temps, du temps de la guerre froide pour les analyses observateurs. On savait qui était avec qui, contre qui. Donc, l'intelligibilité des situations était facile. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ça a été relevé par mon ami Mustafa Tossa à l'instant. Il y a du remue-ménage avec des modifications dans l'articulation du système international. Qu'est-ce qui est nouveau aujourd'hui ? Dans le vocabulaire marxiste, on aime de cette formule la contradiction principale et la contradiction secondaire. Aujourd'hui, la contradiction principale, elle est fondamentalement, dernière instance, où elle est entre les États-Unis et la Chine. C'est ça le problème numéro un aujourd'hui du système international et de la politique américaine. D'ailleurs, ça avait été formulé déjà par le président Obama qui avait parlé d'un pivot vers l'Asie. Il avait pris conscience, il avait pris conscience des menaces économiques. Pourquoi cette situation ? Il faut parler économie. Le PIB des États-Unis, c'est 25 000 milliards de dollars. Le PIB de la Chine, c'est 20 000 milliards de dollars. Deuxième. Les troisième, quatrième, cinquième, etc., ils sont à partir de 5 milliards de dollars, 4. La France, c'est 3,3 milliards de dollars. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se faire du fait qu'il y a une altérité d'intérêt économique. Et le problème fondamental de la politique américaine, ce sont les éléments qui poussent à ce que la Chine devienne une grande puissance économique, qui est un cap stratégique, qui est fixé dans le cadre d'une vision 2049. 100 ans après la création 100 ans après la création de la République. Donc tout ça, c'est le premier élément. Deuxième élément d'analyse, nous, les gens du Sud, nous sommes bousculés par tout ce qui se passe. A été évoquée la guerre d'Ukraine. La guerre d'Ukraine a été un élément de polarisation, de cristallisation des nouveaux positionnements des uns et des autres. S'il n'y avait pas eu la guerre d'Ukraine, on aurait eu une situation floue, multilatérale, multipolaire, etc. Des autres, rien n'est moins sûr, parce qu'il n'y a pas véritablement de nouveaux positionnements. C'est ce qu'expliquait Mustafa Tossa. C'est pas clair. J'ai un avis différent. Comment il n'y a pas de position ? J'ai un avis différent. Il a cité l'exemple de l'Arabie Saoudite, mon collègue. Aussi, par exemple. Sur l'Ukraine, il y a eu 2 votes de l'Assemblée générale des Nations unies, février et mars 2022. Exactement. Mars 2022 et puis vers septembre 2022. Oui, il y a eu 2 votes où, malgré tout, un certain nombre de pays d'Afrique, d'Amérique latine et d'ailleurs n'ont pas voulu prendre position sur ça. Et dans la deuxième résolution, ils ont refusé de condamner l'opération spéciale russe. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est-à-dire que finalement, les arguments, vous les avez évoqués, ça ne nous concerne pas, c'est une affaire du Nord, entre Européens. Ces mêmes Européens n'ont pas été bien coopératifs avec nous quand il y a eu la pandémie Covid-19. Ils ont été bien chiches pour donner des vaccins avec qu'il y avait de surproduction chez eux, etc. Et le dernier élément, il y a un processus d'organisation de ce Grand Sud qui se retrouve à travers les BRICS. Les BRICS ont tenu une réunion préparatoire le 2-3 juin au Cap, et il y a un sommet des BRICS à la fin août en Afrique du Sud. Ils vont prendre du poids. Les BRICS vont passer de 4 à beaucoup, on ne sait pas trop. Il y a au moins une dizaine ou une douzaine de... Non, 19. C'est-à-dire ils sont 5 aujourd'hui, il y a 19 candidatures, il y en a 12 qui ont été formalisées et 7 où il y a eu une déclaration d'intention. Mais c'est quelque chose de fondamental et de structurant pour l'articulation du système international. Alors ça, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, de l'altérité économique, mais aussi de l'imbrication économique. C'est ce que j'appelais tout à l'heure les nouveaux enjeux, donc dans cette bipolarisation qu'il y a actuellement. Mustafa Sahimi
a parlé de remue-ménage. Effectivement, pour faire un jeu de mots facile, c'est du remue-ménage aussi. Alors, où en sont, quels sont les enjeux et où en sont les choses actuellement, Ali Harichi? Après ce qui a été dit, donc, où il y a eu une certaine divergence, je vais m'inscrire dans les divergences. Quand on parle de la guerre de la Russie et de l'Ukraine, la guerre de la Russie et de l'Ukraine est certes un élément qui a montré un peu le monde, ou le nouvel ordre mondial, comment il est en train de se tracer ou de s'articuler, mais on le voyait déjà, en fait. On voyait déjà ce nouvel ordre mondial. Mon collègue Sim Mustafa a parlé du pivot donc asiatique fait par Obama, c'est en 2011. Et là, je veux revenir aux théories de la géopolitique, c'est-à-dire pour analyser d'une manière scientifique ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Et je sais que vous aimez ça, c'est le Heartland et le Rimland. Quand on parlait dans les années 1940, quand Speckman, on évoquait ce Heartland et ce Rimland, qui contrôlera le monde? Et ça se passait de l'autre côté, enfin en Europe, et puis de l'Asie centrale. C'est surtout contre l'Union soviétique, ça. Oui, qui contrôle le monde? Est-ce que celui qui contrôle le Heartland ou bien les limites du Heartland, le Rimland? Puisque dans votre question, vous avez parlé aussi non seulement de l'Europe, mais aussi de la région donc du Maroc, enfin du Maghreb, du Sahel, et ce Rimland qui est en train de s'agrandir. Donc cette théorie-là, qui contrôle le monde? Obama a essayé de répondre d'une manière, et là je vous dis, enjeu économique, c'est partir vers cette région-là, c'est le pivot asiatique, donc, en 2011, et faire le containment. En fait, c'est ça ce qui avait donné la politique du containment. L'endiguement, voilà. Donc, cet endiguement, maintenant, on vire vers l'anglais. Donc, ce containment-là qui a été fait par Obama. De l'autre côté, les Chinois n'ont pas croisé les bras. Et ils ont ouvert ce qu'on appelle cette Belt and Road Initiative, c'est-à-dire les routes, ces nouvelles routes de la soie. Et qui vont dans les deux sens, c'est-à-dire sur la puissance qui s'étend sur le plan maritime et sur le plan terrestre. Donc, on va chercher des pays avec lesquels nous avons des relations économiques, où il y a de la matière rare, où il y a un marché à développer, et c'est là où se rencontrent, si vous voulez, les deux, si vous parlez d'un nouveau équilibre entre ces deux puissances. Parce que dans cet nouvel ordre mondial, il y a une théorie qui a toujours existé et qui disait c'est la transition de puissance. Est-ce qu'on est dans la transition de puissance? Ou bien est-ce qu'il faut qu'une puissance domine? Quand on parle de la Pax Romana, la Pax Britannica et de la Pax aussi Americana qui a été pendant tout un moment. Il y a ceux qui disent non, la transition ne se fait plus aujourd'hui, mais il y a un certain équilibre, on en a déjà parlé, mais plus sur le plan idéologique, mais sur le plan économique. Les uns ont besoin de l'autre. La Chine a besoin des États-Unis, comme les États-Unis ont besoin de la Chine. On en a parlé plusieurs fois. C'est 700 et quelques milliards de dollars d'échanges. Bien sûr, la balance pèse pour la Chine, mais c'est un très grand marché, donc l'un a besoin de l'autre. Donc les enjeux économiques, quand ils sont transférés vers d'autres lieux, maintenant on parle de l'Afrique, de notre région, comment s'articule-t-il? Qui est avec qui? Je pense que, comme a dit mon voisin et mon collègue, Sim Mustafa, il a parlé par exemple du Maroc, le positionnement, ou de l'Arabie Saoudite, ou d'autres pays. C'est un positionnement moi, je pense qu'il est dans le multilatéralisme aujourd'hui, c'est-à-dire nous avons des alliances qui sont claires, bien sûr, mais nous sommes dans le multilatéralisme. Nous sommes avec là où nos intérêts vont, et bien sûr avec le droit international. On en parlait hors antenne. Ce n'est pas divulguer nos discussions, Ali Harichi, c'est le fameux discours de Riyad. On va en parler tout à l'heure, qui fait que nous avons justement nos alliances traditionnelles et historiques, mais un élargissement des partenariats. On va y arriver. Discours de Riyad du roi Mohamed VI, bien entendu. Mustafa Toussa. Alors, on passe. Là, en entonnoir, on passe aux particuliers, on va passer pays par pays. Alors, en Algérie, ça fait maintenant 3 ans et demi que le président Abdelmajid Tebboune a été élu, au milieu de ce mouvement appelé Hera, qui n'a pas vraiment cessé, mais qui a cessé par des moyens qu'on connaît. Alors, quels sont les changements notables opérés au niveau de la politique interne en Algérie et leur impact sur la région depuis? Alors, d'abord, sachant qu'ils sont déjà en pré-campagne électorale présidentielle. Oui, d'abord pour faire le lien entre ce qu'on vient de se dire sur les nouvelles grandes alliances de la géopolitique après la guerre ou suite à la guerre entre l'Ukraine et la Russie, il faut dire que l'Algérie, le régime algérien,
est une victime collatérale de cette guerre ukrainienne et russe. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, l'Algérie s'est retrouvée comme un instrument d'influence politique et militaire d'un camp bien précis, qui est la Russie. Et cette situation lui a amené une animosité internationale, à tel point que, si vous rappelez, les députés américains, l'administration américaine est en train de penser à un arsenal de sanctions pour empêcher que l'Algérie continue à alimenter la machine de guerre russe. Donc on en est arrivé là. Le régime algérien a été identifié comme un instrument d'influence russe dans la région du Maghreb ou en Afrique du Nord et même dans le Sahel. Il a gagné. À travers le Wagner. Il a gagné l'envol des prix du gaz. Voilà. Ce qui a sauvé le budget de 2022-2023. C'est le deuxième point sur lequel j'allais venir, parce que c'est Aziz, il me pose la question où en est l'Algérie aujourd'hui. Le régime algérien a profité de deux éléments majeurs qui l'ont empêché de chuter. Premier élément, c'est la Covid-19, qui a, d'une manière ou d'une autre, involontairement éteint la contestation interne et domestique qui allait grandissant. C'est le printemps algérien qui allait, d'une manière ou d'une autre, remettre en cause le pouvoir en Algérie. La Covid-19 c'est un facteur naturel, a aidé le régime algérien à asseoir sa domination sur la population algérienne et à éteindre toute contestation. Deuxième élément, c'est cette guerre-là, Ukraine-Russie, qui a fait flamber les prix et qui a procuré au trésor, au budget algérien, d'immenses ressources, un, pour pouvoir acheter la paix sociale, deux, pour pouvoir acheter des alliances internationales, notamment en Europe. Et ce qui s'est passé avec la France et avec un certain nombre de pays... L'Italie, c'était assez spectaculaire. L'Italie, ça lui a permis de s'exhiber sur le plan international et d'acheter des alliances. Donc c'est un régime qui a profité de ce contexte international, sauf qu'il est dans une logique tout à fait intenable à cause de son amitié et intimité avec les Russes et à cause d'une nouvelle amitié qu'il a su forger avec les Iraniens, qui sont devenus un acteur majeur dans la politique en Afrique du Nord. Et ça diabolise davantage l'image du régime algérien, et ça va, avec le temps, avec les semaines et les mois à venir, constituer un élément de pression internationale sur le régime algérien. Il va être obligé de faire des choix clairs, et ça, les choix clairs, c'est pas du tout le fort de ce régime. Très bien. Alors, à côté de l'Algérie, vous vouliez sur réagir ? l'Algérie précisément, un point intéressant, peut-être à relever, c'est le fait que l'Algérie n'a plus la même capacité d'influence qu'auparavant, que dans les grandes années du président Bouteflika, etc. C'est un régime qui gère de manière ponctuelle les situations avec du recul. Je vais vous donner un exemple. Au niveau du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, l'Algérie ne fait plus la loi, alors qu'elle a coprésidé pendant une quinzaine d'années ce comité, qui est un organe important de maintien de la paix. Le candidat algérien, ancien ministre des Affaires étrangères, Abdallah Mamra, qui a été présenté par le président Tebboune au secrétaire général de l'ONU pour être envoyé personnel en Libye, a été récusé. C'est quand même un affront. Et puis, il y a un autre point aussi que je crois qui est important, c'est que sur le Proche-Orient et la Palestine, les positions algériennes n'ont pas de suite. Et dernier échec, quand même, d'il y a 2 semaines, le sommet de Jeddah. On n'a jamais vu un pays traité de cette manière-là. Le président Tebboune était président sortant du 31e sommet de la Ligue arabe tenu le 1er novembre 2022 à Alger. Il n'a pas été associé aux préparatifs du 32e sommet tenu à Riyad le 19 mai, ni dans le processus de normalisation et d'admission de la Syrie, pas davantage pour le reste, etc. Et c'est quelque chose qui témoigne bien du fait que le statut diplomatique de l'Algérie est un statut maintenant aujourd'hui minoré. Ali Harichi, vous avez donc en Algérie et en Tunisie de nouveaux présidents qui sont là, et on a vu que leurs positions ont complètement changé. Il y a cette continuité de la politique de la diplomatie marocaine avec des points, des marqueurs, comme le discours de Riyad. Alors, 7 ans après, on en est où de la configuration diplomatique marocaine ? Le discours de Riyad, si vous voulez, c'était pas le point de départ, mais il a clarifié
comment la diplomatie fait au bon du moment Maroc... C'était le moment où les choses commençaient un peu à changer. Voilà, on part chez nos amis, Trump, nos amis, c'est-à-dire les pays du Golfe, les pays arabes qui sont cités et que le roi va citer, en plus de la Jordanie et les pays donc, arabes qui sont amis du Maroc. Et il parle de la politique du Maroc, c'est-à-dire la politique, la diplomatie du Maroc. Elle va bien sûr garder tout ce qui est bilatéral, mais elle va s'inscrire dans une ouverture sur le monde. Et c'était juste après la visite, je pense, du roi à la Russie. Il va l'évoquer d'ailleurs dans ce discours. Il va parler des relations avec la Chine et il va parler des relations stratégiques et plutôt plus de partenariat stratégique. Le Maroc s'ouvre pour le monde. On revient à la technique de la balance, c'est-à-dire que le Maroc a utilisé depuis toujours le traité de l'Al-Lamrni en 1844. Donc cette ouverture montre que le Maroc a ce choix-là, et en plus c'est une politique qui est conduite, comme vous avez dit, par le souverain, et qui va dans une ligne, je dirais, qui est enfin linéaire, si vous voulez, mais qui peut s'ouvrir. Et il n'y a pas de changement. Maintenant, si je vous réponds par rapport à l'Algérie, ils n'ont pas changé leur politique. C'est une politique d'un régime militaire, politico-militaire, d'une oligarchie qui a pris le pouvoir. Alors quand même, ils sont en train de balancer entre la France et la Russie. Ils ont toujours su faire la danse du ventre entre la France et la Russie depuis leur autonomie, c'est-à-dire depuis le référendum de 1962. Ils ont toujours dansé entre l'Union soviétique et la France. Mais pas dans les mêmes registres. Mais toujours cette politique-là par les mêmes. Ce sont toujours des militaires qui ont pris le pouvoir, qui ont dirigé l'Algérie, et malheureusement, avec toutes les conséquences que nous connaissons aujourd'hui. Top, fin de la première partie. On se retrouve dans quelques instants pour la suite, et vous commenterez Mostafa Shimi. Et c'est parti pour la deuxième partie de ce débrief, donc sur la géopolitique mondiale, mais surtout et essentiellement dans notre zone sahélo-saharienne, maghrébine, européenne, donc ouest méditerranéenne. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, Amrahba, et nous en parlons avec Mostafa Shimi, Ali Harichi et Mustafa Tossa. Mostafa Shimi, juste avant, vous voulez faire la pause, vous voulez faire un commentaire sur le fameux discours de Riyad, avril 2016, prononcé par le roi Mohammed VI. C'est un discours important dans la doctrine de politique étrangère du Maroc, tel que cela a été formulé depuis le début du règne, mais en particulier les dernières années avant ce discours à Riyad du 20 avril 2016. Il faut redire ce discours qui est important. Il va très loin. Il considère que le partenariat stratégique, la coordination, la solidarité, et il fait référence à pratiquement un système de sécurité collective. Le souverain le dit en termes précis, c'est-à-dire votre sécurité c'est la nôtre et notre sécurité c'est la vôtre. 7 ans après, je peux être interrogatif. Où on en est dans ces principes-là de sécurité collective? Le constat était bon. La sécurité est véritablement collective. Oui, bien sûr. 7 ans après, où on en est? Question. Je note qu'il y a un certain nombre d'interrogations quant à la mise en œuvre de ce pacte, même s'il n'est pas formalisé, ce pacte politique de sécurité collective. La politique de l'Arabie saoudite vis-à-vis de l'Iran est intéressante. C'est un élément qui, pour nous, nous conduit à Alors, on revient sur la zone maghrébine, Mostafa Shimi, si vous le voulez bien. Donc, vous avez fait votre commentaire. Donc, je passe à Mostafa Tossa pour l'autre question. Donc, sur cet intérêt, cet engouement qu'ont les grandes puissances pour cette zone maghrébine, encore une fois, un engouement qui est supérieur à celui que devrait avoir notre voisin immédiat, c'est-à-dire l'Europe des 27. Alors on voit que les 3 grandes puissances, que ce soit les États-Unis ou la Chine ou la Russie, si tant est qu'on peut encore parler de grandes puissances pour la Russie après la guerre en Ukraine, viennent. Chacune à sa manière, chacune à sa façon, dans chacun de ces 5 pays maghrébins. Donc, comment ces nouvelles alliances se déclinent-elles de votre point de vue? Même question pour Al-Harichi et Mostafa Shimi. Oui, de toute façon, au-delà de la zone Nord-Afrique ou la zone Maghreb, il y a un intérêt de plus en plus croissant, et ça tout le monde le constate, pour le continent africain,
parce que ce continent, pour les grands spécialistes de l'économie, pour les grandes entreprises mondiales, c'est le continent qui présente les meilleures opportunités d'investissement, d'essor économique. Donc il est tout à fait naturel qu'il y ait un intérêt économique pour le continent africain. Et ça a été démontré par plusieurs politiques menées aussi bien par les Européens que par les Américains. Alors pour cette région du Maghreb particulièrement, c'est une région stratégique qui domine la Méditerranée, qui peut avoir, si elle vit une instabilité politique, qui peut avoir des répercussions extrêmement dangereuses sur l'Europe. C'est une région qui est limitrophe du Sahel, où on a constaté une incursion militaire russe à travers Wagner, qui a participé à des changements de régime, à des putschs, à une instabilité. C'est une région aussi qui est venue accueillir, enfin qui accueille de plus en plus le redéploiement des organisations terroristes qui ont été battues, par exemple Daesh et Al-Qaïda, qui ont été battues en Asie, battues dans les pays du Golfe et du Moyen-Orient, et ils se redéploient sur la région du Sahel et en Afrique. Donc il y a autant d'éléments qui font que, d'une manière ou d'une autre, les grandes puissances, sur le plan économique, et là on parle de la Chine, sur le plan du renseignement et de la sécurité, on parle des États-Unis et de l'Europe, sur le plan des investissements économiques, comme pourrait l'être une puissance, comme pourrait réaliser une puissance comme le Maroc, c'est un intérêt majeur parce que l'ensemble de la stabilité de la Méditerranée dépend de la stabilité de l'Afrique du Nord. Là où on a au cœur de cette région un élément, un facteur d'instabilité qui est le régime algérien. Parce qu'on aurait pu imaginer, par exemple, qu'il y ait tous les efforts se convergent pour mettre fin aux éléments d'instabilité qui touchent cette région, à savoir la question du Sahara. Et cette question du Sahara est maintenue artificiellement comme un élément d'instabilité parce que ça sert un agenda particulier. Et là, particulièrement, le régime algérien incarne une forme d'agent, d'influence pour justement que cette région ne puisse pas bénéficier de cette stabilité nécessaire à l'essor économique, nécessaire aux investissements colossaux, nécessaire au bien-être de la population. Et bien sûr, les pays du Maghreb se posent la question, les populations du Maghreb se posent la question, quelle est la finalité de jouer tout le temps l'obstruction pour la paix dans cette région. Et là, le régime algérien est vraiment interpellé par ce genre de questionnement. Très intéressant comme concept, le régime algérien, agent d'influence pour maintenir le statu quo dans la question. Très intéressant. Ali Harisi. Je suis tout à fait d'accord par rapport à l'instabilité, surtout par rapport à l'Algérie, par rapport à ce régime algérien qui n'a pas changé depuis 1962 et qui porte aussi si vous voulez, l'articulation d'autres politiques qui viennent c'est-à-dire de l'autre côté de la Méditerranée. Maintenant, si on voit l'Afrique est finalement c'est la mère nourricière de cette planète depuis toujours, que ce soit par l'élément humain, si on revient à tout ce qui est anthropologique, ou par rapport à ses richesses. Et on est vraiment mal remercié par le réchauffement climatique qu'elle reçoit en retour. Oui, aujourd'hui, elle est confrontée à tous les défis. Il y a le défi climatique où l'Afrique, malheureusement, ne contribue pas à ce changement climatique. Mais elle en souffre le plus. Il y a le défi des enjeux maintenant du terrorisme. Vous avez très bien dit qu'il y a une migration du terrorisme de Daesh, donc de l'islamia de Chem et de la région du Moyen et Proche-Orient vers l'Afrique, avec, je reviendrai pour cette instabilité. En mai, c'était effarant. Cette instabilité, et là je parlerai de l'Algérie, l'AQMI et l'AQMI, le Qaïda au Maghreb islamique, ce sont des Algériens. C'est le Mkhtar Bel Mkhtar qui descend vers c'est-à-dire de l'Algérie, ce sont des maquisards qui arrivent dans cette région-là et qui construisent cette Qaïda qui va donner le Mouja, le mouvement de l'unicité du djihad, qui va donner tous les autres mouvements, pas tous les autres mouvements, mais on a tous les katibas qui arrivent avec, et c'est une instabilité. Donc l'Afrique, donc quand on parle de l'Afrique du Nord, c'est-à-dire du Maghreb ou bien du Sahel, nos destins sont liés. Et malheureusement, avec cette structure séparatiste, puisque maintenant on a découvert que le séparatisme est
le terrorisme, c'est la même chose. En fait, c'est la même chose. D'ailleurs, la première action de ce Moujah a été faite dans la région de Tindouf en 2011. C'était en octobre, avant même la révolution de l'Azawad, c'est-à-dire du mouvement pour la libération de l'Azawad. Donc tout cela fait que... Et puis, les intérêts de puissance. Quand j'ai parlé de la mer nourricière, toutes ces puissances trouvent leur intérêt, que ce soit militairement, que ce soit économiquement, que cette région était le précaré de la France. Il faut le dire, cette Afrique-là, il y a de l'uranium au Niger. Il y a des richesses dans ces pays-là, et certaines puissances, c'est-à-dire quand on parle de l'Europe, ils se nourrissaient de ces puissances. Il y a d'autres qui arrivent aujourd'hui sur le marché, et c'est ce qui fait... Il y a la France qui perd du terrain, lequel terrain géopolitique est en horreur du vide comme la nature. Et puis militairement, il y a vous avez parlé de Wagner, il y a les Russes qui arrivent, les Chinois qui veulent faire la conquête économique, c'était une puissance qui fait... Pas, ils sont déjà arrivés. Non, qui a pour une conquête, parce que mais c'est pas une conquête. C'est vrai qu'il n'y a pas de colonisation, mais c'est une conquête économique. Donc tout cela fait que cette terre nourricière, que cette mer nourricière qu'est l'Afrique, fait aujourd'hui que toute cette puissance vient pour, je dirais pas pour partager le gâteau, mais pour essayer de trouver une place, une zone d'influence dans ces régions. Et je reviens à la stabilité. L'instabilité de cette région-là, elle va de pair, c'est-à-dire directement sur l'Europe. On a le défi de la migration et du terrorisme qui peuvent être donc exportés. Donc la stabilité de la Méditerranée. Toutes les études prospectives faites par les chancelleries du Nord et les instituts spécialisés considèrent l'Afrique comme le continent du XXIe siècle. Ça a été dit, les richesses, les potentialités, les minerais, tout ça, etc. J'y reviens pas. La démographie. Absolument, démographie. Et donc un marché extraordinaire en 2050 avec toutes les prévisions qui sont faites. Pour ce qui est de l'Algérie, je voudrais donner un avis différent. L'Algérie n'est pas devenue un agent d'influence russe, elle l'était déjà. Fondamentalement, depuis l'indépendance d'Algérie en 1962, l'axe privilégié de la politique étrangère algérienne, ça a été Alger-Moscou, avec donc un lien privilégié. Complété par le fait que l'Algérie a prôné le non-alignement progressiste, qui était donc à côté des positions de Moscou, qui était en complément, si je puis dire, et puis ça a continué sur un autre plan, l'alliance militaire, et en tout cas les échanges militaires. 2023, le budget militaire algérien, il est passé à 23 milliards de dollars. Il a été réduit à 18. Oui, il a été réduit à 18, mais il était neuf en 1922. Sur injonction américaine, dit-on d'ailleurs, bien la sûr, réduction à 18. Bien sûr, donc c'est extrêmement important. Ce que je veux dire par là, c'est pourquoi cette situation-là, c'est historique, parce que c'est un axe stratégique depuis l'indépendance. Et une deuxième raison, me semble-t-il, c'est le déficit de légitimation interne. Oui. C'est parce que c'est un régime qui, depuis 1962, a pâti d'un déficit abyssal de légitimité et de démocratie, qui trouve dans le soutien de Moscou donc des éléments pour se consolider. Oui. Et rappeler aussi le printemps algérien en 89, où il y a eu une hécatombe. C'est-à-dire quand les Algériens se sont révoltés contre ce régime. Ça a donné la décennie noire. Ça a donné les élections et l'arrivée du fils. Octobre 88. Voilà, 88 ou 89, les élections après. Alors, Moustapha Tossa, on va faire un petit saut, on va passer au nord de la Méditerranée, au sud du nord de la Méditerranée, c'est-à-dire en Europe du Sud. Là, on voit des mouvements de droite qui sont en train de passer partout. En Italie, c'est clair, c'est Frères d'Italie, c'est l'extrême droite, avec la première ministre Meloni. En Grèce, la droite vient de remporter les élections, même si ça doit être confirmé. En Espagne, élections municipales, régionales, c'est la droite qui mène. En France, Emmanuel Macron, on ne peut pas vraiment dire qu'il soit de gauche, mais à côté, c'est la percée spectaculaire du Rassemblement national, je vais dire le Front national, du Rassemblement national. Et même en Europe, un peu plus au nord, c'est la droite. Alors, de quoi tout cela est-il le nom? Comment on peut l'interpréter? Alors, cela est incontestablement la conséquence de toutes ces évolutions et ces transformations géopolitiques auxquelles on assiste et dont on a parlé récemment. Il y a eu un certain nombre de guerres, de conflits, de crises qui ont provoqué une poussée migratoire extrêmement forte,
La migration se dirige soit vers les États-Unis et le Canada, mais il y a l'Atlantique qui nous sépare, c'est difficile, soit vers l'Europe à travers la porte des Balkans ou bien la Méditerranée. Donc il y a cette pression migratoire qui fait que ces pays européens ont ressenti comme une menace sur leur stabilité et leur sécurité sociale. Une menace qui pourrait encourager les sentiments xénophobes, qui pourrait encourager un certain nombre de forces politiques à surfer sur le racisme. Et on l'a vu dans un certain nombre de pays, comme l'Italie, une femme politique se revendiquant ouvertement d'extrême droite, xénophobe et raciste parvient à remporter les élections. Dans un certain nombre d'autres pays aussi, l'extrême droite se porte très bien. En France, Marine Le Pen et Éric Zemmour font la pluie et le beau temps idéologique et médiatique sur la France, à tel point que pour les élections de 2027, les prochaines, comme Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter parce que la Constitution lui interdit pour un troisième mandat, si d'ici là, il n'y a pas une personnalité de droite ou de gauche qui s'affirme, qui émerge, le boulevard est tout à fait ouvert pour Marine Le Pen, pour l'extrême droite à l'Élysée. Ça nous renseigne sur quoi? Ça nous renseigne sur le fait que ces sociétés occidentales sont en train de se renfermer sur elles-mêmes, que finalement le phénomène de la mondialisation et de l'ouverture n'a pas été aussi bénéfique pour eux et qu'à un moment ou à un autre, ils préfèrent vivre dans une citadelle fermée pour ne pas avoir à subir la pression migratoire, à ne pas avoir à subir les conséquences de la pression migratoire que sont l'instabilité et dans un certain cas le terrorisme. Si vous permettez, parce que c'est le déclassement de chacun des pays sur le plan économique. La France est 7e aujourd'hui au PIB. C'est le déclassement et ensuite une problématique d'identité et 3, une incertitude quant à l'avenir. Oui, merci Moustapha Tossa. Oui, ce sont ces éléments-là qui expliquent, qui répondent à votre interrogation. Qu'est-ce qui se passe en Europe? Il se passe qu'il y a une prise de conscience que l'identité est menacée, que le salaire est menacé, que les forces, enfin le travail est menacé, que la cohabitation entre les différentes composantes de la société est menacée, la paix civile est menacée. Et donc tous ces éléments-là font que l'Européen moyen, pour ne pas dire le Français moyen, croit aux chimères que l'extrême droite est en train de lui vendre. Sauf que, c'est Aziz, il faut dire que l'exemple italien, et là j'ouvre une petite parenthèse pour rassurer nos amis français, c'est que ce qui se passe en Italie en ce moment, avec l'échec flagrant de Giorgia Meloni, est un très mauvais exemple donné aux Français. Ceux qui voudraient voter demain pour Marine Le Pen en espérant qu'elle va faire des miracles, ils ont en face d'eux un exemple vivant de l'échec de l'extrême droite au pouvoir. Ce sont les contraintes de la gestion. Voilà, donc forcément, ça c'est un élément qui pourrait dissuader quelques Français à miser, à parier de manière forte sur l'extrême droite. Alors, juste pour revenir sur une expression que vous avez utilisée, Moustapha Tossa, la citadelle fermée que serait l'Europe, c'est en 2019, quand il y a eu l'élection de la Commission européenne actuelle de Mme von der Leyen, c'était ce commissariat qui devait s'appeler Protection de notre mode de vie européen. Oui. Ça a été changé, pas en grand-chose, mais ça a été changé. Et puis cette phrase que j'adore personnellement, celle de Joseph Borrell, qui dit que l'Europe est un jardin qui est entouré d'une jungle. Donc forcément, les gens de la jungle vont venir au jardin. C'est assez édifiant. Alors, ça a provoqué une énorme polémique et il a dû se retirer. Oui, il a corrigé. Oui, mais bon, ça a été dit. Ça a été dit. Bon, il peut retirer après, mais bon, ça a été dit. Il est coutumier du fait, d'ailleurs. Joseph Borrell, oui. Parfois, il peut faire avoir des ce qu'il avait dit sur le Sahara. Oui. Après, il revient. Il a l'habitude de dire. En septembre 2022. On va pas faire l'émission sur Joseph Borrell. Oui, mais il faut le dire. Il a l'habitude de dire des choses, puis de se rétracter. Mais bon, ça a été dit. C'est comme l'histoire de communication. Alors, on revient donc sur cette zone maghrébine, puisqu'on parle de la Méditerranée occidentale, de l'Afrique aussi, l'Afrique du Nord-Ouest, la Mauritanie.
La Mauritanie est depuis peu productrice de gaz et de pétrole, elle va commencer l'exportation si ce n'est déjà fait incessamment, et elle évolue aussi sur le plan diplomatique. Donc tantôt ce sont les Émirats arabes unis, tantôt c'est un rapprochement avec l'Iran. La Mauritanie aussi avance diplomatiquement. Oui, vous avez raison de le relever, avec un certain nombre d'éléments. Premier élément, c'est un pays où il y a une stabilité, où la sécurité est assurée. Pourquoi ? Le président actuel, le président Ghazouani, avant d'accéder à la magistrature suprême, était général chef d'état-major. Et il a mené depuis 2018 une politique efficace anti-djihadiste qui a porté ses fruits. Il n'y a pas d'attentat. Il n'y a pas d'attentat en Mauritanie, c'est extrêmement important. Donc, sur ce plan-là. Deuxièmement, il a évidemment, il est chef d'État et la Mauritanie vit dans un environnement régional et autre. L'environnement régional, c'est évidemment les problèmes, le fait de l'Algérie. Et l'Algérie considère qu'il faut travailler en direction de la Mauritanie pour que la Mauritanie sorte de sa position diplomatique traditionnelle, celle de la neutralité positive. Bien. Donc, sur ce plan-là, il y a du forcing. Il y a un deuxième forcing qui est fait, c'est par l'Iran. C'est par l'Iran. On a noté un phénomène donc d'implantation, d'influence en Mauritanie. C'était d'ailleurs aussi au Sénégal, mais ça a été réglé depuis 2018. Il y a un phénomène de pénétration, d'entrisme, etc. Sur ce plan-là, le président Ghazouani est attentif, il est sourcilleux. Il sait, il connaît, c'est un homme de terrain, c'est un général, c'est un militaire, etc. Donc, il y a là une veille sécuritaire qui est assurée, avec évidemment des éléments économiques, puisque il y a un certain nombre de pays qui promettent des aides économiques, etc. Enfin, un dernier point que je voudrais relever, c'est la collusion objective entre la position de l'Algérie à l'endroit de la Mauritanie et celle de l'Iran. C'est l'Algérie qui est le meilleur agent de promotion de l'influence iranienne en Mauritanie et ailleurs, parce que ça va au-devant de ses objectifs, c'est-à-dire venir en même temps avec dans ses bagages le mouvement séparatiste et l'aider. Et puis, il y a l'implication quand même de l'Iran. Donc on peut dire que ce rapprochement entre l'Iran et la Mauritanie serait une forme de courtoisie diplomatique du président Ghazouani à l'égard ou à l'endroit de l'Algérie? Non, c'est-à-dire qu'il est ouvert, il ne va pas fâché avec l'Iran, mais il est sécuritaire, il veille à ce qu'il n'y ait pas de dépassement et d'atteinte à l'ordre public et à des pénétrations. Ce que je voudrais relever, c'est le processus qui fait que Alger et Téhéran ont un objectif commun, de s'installer le plus possible en Mauritanie et en même temps, j'ai dit, dans leur bagage, d'amener le mouvement séparatiste. Et avec d'ailleurs l'implication de Téhéran pour ce qui est de l'encadrement, de l'aide, etc. Et on attend de Téhéran, avec les accords de normalisation qu'il y a entre Riyad et Téhéran, nous sommes en droit d'attendre de Téhéran une autre approche de la question nationale. Et on verra à ce moment-là si, dans ce rapprochement de normalisation entre Riyad et Téhéran, il y a l'Arabie Saoudite prend en compte les intérêts stratégiques du Maroc ou pas. Non. C'est une question. C'est encore trop tôt pour le dire. On verra dans les semaines ou mois qui viennent. Ali El-Harichi, on reste toujours dans la même zone. Alors, le Sénégal connaît des troubles en ce moment. Le Mali et le Burkina Faso sont dans une situation sécuritaire, sont dans 2 coups d'État, et puis dans une situation sécuritaire de plus en plus difficile. Le Tchad essaie de trouver un équilibre institutionnel. Le Soudan est dans un début de guerre civile. Il faut appeler les choses par leur nom. Et en même temps, vous avez donc la France, qui a été donc la puissance coloniale, vous avez parlé du précaré tout à l'heure, qui quitte cette zone. Est-ce qu'on peut trouver une relation de causalité? Il n'a pas quitté cette zone, mais c'est ces pays-là qui lui ont demandé, qui l'ont éjecté, comme quand vous avez parlé du Mali, du Burkina. Enfin, du dégagisme, allez, on va dire les choses, mais enfin, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est ce qu'on leur a demandé. Maintenant, cette région-là, on parle des 3 frontières parfois, quand vous avez parlé du Mali, du Burkina, du Niger, ou de la fragilité sahélo-sahélienne. Mais il y a aussi, dans cet espace du Sahel, ou dans cet espace de l'Afrique subsaharienne, le phénomène de contagion. La contagion, vous avez parlé des coups d'État, et on a vu une série de coups d'État qui sont arrivés. C'est comme la démocratie. Quand il y a eu la contagion de la transition démocratique, c'est toujours une contagion qui se fait
pas seulement de point de vue sanitaire, mais aussi de point de vue politique. Et aussi parce que les populations sont presque dans le même niveau, si vous voulez, de la frustration, de la théorie de la frustration relative, qui veulent un changement, qui considèrent qu'ils méritent plus que ce qu'ils ont. Maintenant, quand vous parlez du Sénégal, c'est le voisin. Donc, quand vous parlez du Sénégal et du Mali, il ne faut pas oublier qu'après l'indépendance de ces deux pays, ils ont formé un seul pays, une fédération. Donc, le Sénégal et le Mali. Donc, c'est le voisin. Et donc, il y a ce phénomène de contagion qui peut toucher aussi le Sénégal. Mais par rapport, il y a la contagion aussi du terrorisme. Parce que le terrorisme, il vient un peu partout. On a cité les groupes, maintenant on parle des Morabitoun, ils ont pris d'autres noms, c'est Katiba. Il y a aussi les Boko Haram qui arrivent du Nigeria. Donc tout cela fait que le Sénégal, quand même, qui a un islam modéré, qui a un islam insufflé depuis des temps séculaires par les Marocains. Parce que la relation entre le Maroc et le Sénégal, c'est une relation qui remonte à des siècles, c'est une relation séculaire. On parle d'islam, de la tariqa tijaniya, donc d'un islam très modéré, d'un islam ouvert. Et maintenant, il faut le voir aussi dans ces enjeux-là de cette région, parce qu'il y a les enjeux politiques, mais il y a aussi les enjeux donc, de ces défis de djihadisme et autres. Donc ce qui arrive au Sénégal aujourd'hui, c'est un peu ce qui arrive dans la région, si vous parlez donc de... Mais je pense que le Sénégal reste l'un des États quand même qui sont stables en Afrique. Ça reste l'un des États les plus stables en Afrique et un État qui pourra dépasser plus facilement les autres enjeux que connaissent les pays voisins. Oui, moi, je crois que dans cette région, avec l'intrusion de forces paramilitaires russes Wagner, avec l'arrivée de plus en plus massive d'organisations terroristes, avec la multiplication des coups d'État, avec le dégagisme anti-français qui touche un certain nombre de régions, cette région-là, ça va être le terreau, c'est déjà le terreau d'instabilité où les organisations terroristes vont pouvoir s'installer. Et donc ça va imposer un défi majeur à la communauté internationale. On avait à un moment donné parlé de coalition pour lutter contre Daesh au Proche-Orient et au Moyen-Orient. Et la situation était tellement grave parce qu'il y avait 2 pays ou 3 pays qui étaient menacés de chuter devant les organisations islamistes. Il n'est pas exclu que devant de telles complications géostratégiques et sécuritaires dans cette région, que la communauté internationale ne puisse être obligée de penser à une coalition pour lutter contre les organisations terroristes, qui serait plus que l'opération Serval au Barkhane menée par les Français, mais une vraie opération de police internationale. 30 secondes. Ce qui pose problème, c'est la faiblesse des États sahélo-sahariens. Donc, crise d'autorité, crise de légitimité. Ce qui est également interrogatif, c'est la situation économique et sociale des peuples de la région. Dernier point, vous l'avez évoqué, c'est l'interférence et l'activisme de puissances étrangères. Pas la Chine. La Chine, c'est du commerce. C'est les opérations Wagner et d'autres interférences djihadistes en liaison avec l'Iran, il faut bien le dire. Oui. Merci pour vos interventions, Mustafa Shimi, Ali Harichi, Mustafa Tossa. Merci aussi de nous avoir suivis pour ce vaste tour d'horizon qui est parti du Sahel à l'Europe et retour, en passant par le Maghreb. Merci donc d'avoir été avec nous et à la semaine prochaine.